d'être avec nous pour cette conférence, pour cet échange autour de la biodiversité. Ce ne sera pas une mince affaire que de répondre à cette question: comment relier les mondes des vivants. Bon, tout ça en 55 minutes, c'est un beau programme quand même. Merci d'être nombreux et de vous installer. La biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète, au cœur de nos vies. On en dressera le bilan, le constat, on fera un état des lieux avec Lionel Fontagnier qui m'accompagne, membre du Cercle des économistes. On verra le point de vue évidemment des économistes sur le sujet, on verra une partie de ce point de vue. Également présente Omnia El Omrani, envoyée spéciale pour la santé COP28, bonjour. Cécile Belliot, directrice générale du groupe Bell, bonjour. Et également à mes côtés, Mohamed Soal, économiste en chef du groupe OCP. Il nous en dira plus également sur ce groupe tout à l'heure. Lionel Fontagnier, on le disait, c'est le moment de dresser le bilan autour de cette biodiversité, un état des lieux précisément chiffré aussi, parce qu'on sait comme cette dégradation aussi est chiffrée et le bilan précis. Merci Audrey pour cette introduction. Donc je vais essayer de ne pas vous abreuver de chiffres, parce qu'en réalité, sur ce sujet, on lit des chiffres très différents. Vous me faites mentir déjà. Mais oui, mais je vous avais dit que j'étais un désorganisateur, donc vous étiez prévenu. Donc les chiffres diffèrent beaucoup selon le point de départ que l'on choisit. Il y a un effet de base, évidemment. Donc selon que l'on regarde quelle était la biodiversité à telle ou telle période, évidemment, les chiffres qu'on va annoncer sont très différents. Donc je vais vous donner une idée des tendances, des mécanismes et des problèmes sous-jacents. Et vous inciter à réfléchir avec moi aux solutions qui, vous allez le voir, ne sont pas simples. Alors, tout le monde a en tête, évidemment, et c'est rappelé dans le programme, ce que c'est que ce mot de biodiversité, donc contraction de biologie-diversité. Le point qui est important pour un économiste, c'est évidemment d'entrer par le mot diversité, parce que ce mot est un mot qui est central en analyse économique moderne, disons. La diversité des organismes vivants, la diversité des écosystèmes. Mais le point de vue des économistes sur la diversité, c'est que la diversité est source de richesse. La diversité est source de richesse dans beaucoup de domaines. C'est par exemple la diversité ethnique, on l'oublie quelquefois. La diversité de genre est aussi une richesse. Et puis, un économiste que vous connaissez tous, qui s'appelle Paul Krugman, a eu la moitié de son prix Nobel pour justement avoir introduit l'idée de diversité comme source de richesse. Et l'autre moitié de son prix Nobel pour avoir introduit la géographie dans l'économie. Les économistes ont fait une sorte d'OPA sur la géographie assez réussie. Je ne sais pas s'il y a des géographes dans la salle, ils pourront me contredire. Mais voilà, donc Paul Krugman a dit que la variété, la diversité était source de richesse. La diversité des objets de consommation, la diversité des services, la diversité des composants ou des fournisseurs pour les entreprises. On peut modéliser tout cela comme étant une source de richesse et c'est l'un des éléments centraux des modèles économiques aujourd'hui. Alors pour revenir à notre propre diversité aujourd'hui, celle des biotopes, donc ça concerne effectivement d'abord la diversité des milieux, ça concerne ensuite la diversité des espèces au sein de ces milieux. Et enfin, ça concerne la diversité des individus au sein de chaque espèce, l'espèce humaine en étant évidemment une parmi d'autres. Alors cette biodiversité, elle est garante de productivité dans l'agriculture, elle est garante de préservation de la chaîne alimentaire, c'est un réservoir génétique, c'est un réservoir de médicaments, et ça va permettre, espérons-le, l'adaptation de la biosphère aux changements climatiques qui sont en cours si les choses ne se passent pas trop mal. Malheureusement, et les mauvaises nouvelles commencent ici, nous assistons à ce qu'il est convenu d'appeler un effondrement, je pèse mes mots, un effondrement de la biodiversité. Alors ça correspond à quoi ? Ça vient de l'artificialisation massive des sols, de la pollution, du changement climatique et aussi... ça étonnera peut-être certains qui me connaissent ici, ça vient aussi du commerce international quand il n'est pas bien maîtrisé. Il y a certains aspects qui sont bien maîtrisés grâce aux accords sur les produits phytosanitaires au niveau international, sur les espèces allochtones, etc. Mais il y a beaucoup de dimensions qui ne sont pas bien
maîtrisés dans le commerce international et qui conduisent à une réduction de la biodiversité. Donc, vous vouliez des chiffres. Donc, le chiffre qu'on aime à citer, c'est que 1 million d'espèces sur 8 millions vont disparaître demain. C'est acté. 1 million sur 8 vont disparaître. Et il y a un demi-million supplémentaire qui va peut-être disparaître. Donc la marge d'action, aujourd'hui, elle est sur ce demi-million supplémentaire. Sur le million qui va disparaître, l'affaire est déjà entendue. Et donc certains scientifiques, dont je ne suis pas, parce que ce n'est pas mon domaine, considèrent qu'on est en train d'assister à la 6e extinction de masse de l'histoire de la planète. Alors on peut agir sur les causes, on peut réglementer, on peut compter sur la société civile, on peut compter sur la RSE dans les entreprises, mais au fond, nous avons ici tous les ingrédients d'une catastrophe qui sont réunis. Et c'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça que c'est tellement effrayant. Le premier ingrédient, c'est que c'est un problème d'action collective. Rien ne peut se décider si nous ne nous mettons pas d'accord au niveau global, au niveau international. Car chacun profite de l'action des autres, mais l'action pour chacun est coûteuse. Donc pourquoi entamerais-je une action si je ne bénéficie pas de cette action, si c'est la collectivité qui en bénéficie? C'est un petit peu, si vous voulez, la question de est-ce que je dois acheter un ticket pour monter dans le bus? C'est vraiment un problème d'action collective exactement du même type. Et puis, facteur aggravant, c'est un problème intergénérationnel. Nous sommes en train, si nous améliorons la biodiversité, de travailler pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations suivantes. Et c'est très difficile de se projeter en termes de calcul économique quand il s'agit de problèmes intergénérationnels. Donc, si l'on regarde ce que les économistes pensent d'une façon générale, eh bien c'est utile de regarder ce qui a été écrit dans un rapport qui est l'équivalent du rapport Stern pour le climat et qui est le rapport qui a été écrit par Sir Dasgupta au Royaume-Uni, que tout le monde connaît bien, et c'est un rapport qui avait été commandé en quelque sorte par le gouvernement anglais. Et donc ce que montre ce rapport, alors bon, Boris Johnson a dit que c'était un bon rapport. Donc je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Mais en tout cas, il semble qu'il ait pris le temps de le lire. C'est très compact, hein, ça fait 600 pages, donc je vous le recommande. Donc ce rapport dont Boris Johnson a dit que c'était un bon rapport nous dit quelque chose de très juste, à mon sens, c'est que la valeur de la nature doit être intégrée au calcul économique. Et il part du constat que beaucoup d'économistes partagent, qui est qu'en fait, quand on parle de PIB, vous savez, on dit toujours, cette année, on va faire 1%, 2%, etc., quand ça va bien, de PIB, dit le calcul du PIB tel qu'il est fait aujourd'hui procède d'une erreur fondamentale de calcul économique. Il vous reste 2 minutes, mais je les tiendrai. Ça procède d'une erreur de calcul économique parce qu'on n'a pas valorisé, on n'a pas mis de prix sur la destruction d'une ressource naturelle. Donc on met un prix sur ce qu'on produit, mais on ne met pas un prix sur ce qu'on détruit. Et donc, évidemment, le résultat de ce calcul est juste faux. En tant qu'économiste, j'ai tout à fait conscience de cela. Et beaucoup travaillent à essayer d'améliorer. On parle du PIB vert, enfin, il y a différentes approches possibles. Mais on a vraiment besoin de repenser le calcul économique quand il s'agit de calculer de combien progresse la richesse en détruisant une autre richesse qui est la richesse naturelle. Alors pour prendre un exemple, il y a peut-être des Parisiens dans la salle, même si on est un petit peu loin de Paris. Si je vous pose la question, quelle est la valeur de la forêt de Fontainebleau? Est-ce que vous pouvez me mettre un prix sur la forêt de Fontainebleau? Voilà, ça c'est un problème que les économistes donc, ont à adresser, comme on dit en mauvais français. Et il y a plein de méthodes pour essayer de savoir quelle est la valeur de la forêt de Fontainebleau. Par exemple, on peut calculer donc, toutes les dépenses que les Parisiens entament en termes de carburant pour aller jusqu'à la forêt, toutes les heures qu'ils perdent dans les embouteillages pour aller jusqu'à la forêt. Tout ça a un prix économique. Et donc, si on somme tout ça, si on actualise tout ça, avec un certain taux d'actualisation, eh bien, on peut donner la valeur de la forêt de Fontainebleau. Et donc, si jamais on détruit une partie de la forêt de Fontainebleau, eh bien, ça a une vraie valeur négative, et c'est ça qu'on ne prend pas en compte dans le calcul économique. Et dans la minute qui me reste, je voudrais juste donner 2 exemples pour montrer que ça peut être à la fois très simple et très compliqué. Donc, cette histoire de forêt de Fontainebleau, elle est mise dans le rapport Dasgupta, mais de façon différente. Il ne parle pas de la forêt de Fontainebleau, mais il parle de détruire une forêt pour construire un centre commercial. Il dit, si on détruit une forêt pour faire un centre commercial, on va calculer dans le PIB tous les revenus du centre commercial, mais on ne va pas calculer le fait que la forêt stockait du carbone, qu'il y avait des petites bêtes qui assuraient la biodiversité, etc. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, ou en tout cas, il faudrait le faire en faisant un calcul correct.
Mais maintenant, pour aller au-delà de ce qui est dans le rapport, et ça sera ma conclusion, je vais vous donner un exemple à peu près similaire, mais qui n'a pas de réponse évidente. Supposons, et je pense à nos amis berlinois, que vous détruisiez une forêt pour construire une usine de voitures électriques qui vont vous permettre de réduire le réchauffement climatique. Eh bien, dites-moi si c'est une bonne idée de détruire cette forêt ou pas, ou plutôt dites-le aux écologistes allemands qui ont des idées là-dessus, on l'a vu. Donc, vous voyez que faire le calcul économique de la biodiversité, c'est d'une extrême complexité. Et je n'ai pas honte à dire que les économistes sont jusqu'ici un tout petit peu démunis, ce qui ne les empêche pas, comme d'habitude, d'en parler. Exactement, ça donne des pistes dans tous les cas. Merci Lionel, vous parliez de calcul. On a déjà le calcul, l'effet, l'impact sur la santé humaine. Vous parliez de génération, de principes intergénérationnels, de collectifs. C'est ce qu'on va voir avec vous. Omnia El Omrani, envoyé spécial pour la santé de la COP28. On est véritablement au cœur du sujet avec cette interdépendance de la santé humaine et de la biodiversité, des conséquences sanitaires et derrière aussi l'engagement des jeunes générations pour cette biodiversité. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Bonjour à tous. Je suis désolée de parler en anglais, mais j'espère que vous pourrez me comprendre. Donc, merci beaucoup. Je suis ici pour vous parler davantage de la biodiversité et de la manière dont ça impacte les gens. En réalité, là où nous vivons actuellement, c'est une combinaison de changement climatique, de pollution et de perte de biodiversité. Et ça, c'est une triple crise, c'est ce qu'on appelle une triple crise. Nous sommes vraiment en train d'apprendre à nos dépens à quel point nous sommes en train de vivre une catastrophe. On a vu, on devait arriver à une augmentation de 1,5 degré et maintenant on est à 1,45 degrés. Qu'est-ce que ça signifie pour l'humanité? Qu'est-ce que ça signifie pour la santé humaine? Ça signifie qu'il y a, par une diversité de manières, ça peut avoir un impact sur la santé humaine et sur la santé physique. On va, par exemple, avoir un lien avec la malnutrition que nous ressentons maintenant. En 2021 déjà, 120 millions de personnes souffrent de famine, d'insécurité alimentaire, en plus qu'auparavant. Ça affecte notamment les enfants, les jeunes, et ça a un impact énorme sur leur corps et la souffrance qu'ils peuvent ressentir. Les pathologies liées à la perte de biodiversité et à la dégradation de l'environnement, 80% de ces pathologies sont liées à la hausse de la mortalité, la morbidité des enfants en dessous de l'âge de 5 ans. Donc, vous voyez, d'une génération à l'autre, la perte de biodiversité peut entraîner un impact sur la santé des enfants. Et en raison de l'activité anthropique, que ce soit la déforestation, que ce soit par exemple une agriculture non viable dans les pratiques avec des terres cultivables qui sont utilisées, qui détériorent l'environnement. Et ça entraîne des zoonoses et qui vont être transmissibles à l'homme. Et c'est la raison pour laquelle il y a un effet domino avec des pandémies que nous n'avons jamais vues auparavant. Et ça, c'est dû à la dégradation de la biodiversité. Et il y a de plus en plus de zoonoses, mais également des maladies infectieuses qui se répandent dans le monde entier. Pas seulement en raison de la perte de biodiversité, mais aussi la chaleur. On la vit aujourd'hui et encore plus qu'auparavant. Quand la chaleur monte, ça a des effets aggravants et ça permet la transmission des maladies et notamment la transmission des maladies infectieuses. On l'a vu l'été dernier, il y a de plus en plus de maladies infectieuses qui se répandent et qui touchent les groupes de population vulnérables qui transmettent les pathogènes. Autre chose que je voulais évoquer, et ça c'est directement lié, c'est la santé mentale. Surtout pour les enfants, les jeunes. Nous entendons de plus en plus de jeunes qui parlent d'anxiété liée au climat. Ça génère un stress parce qu'ils s'inquiètent sur l'existence, sur la nature existentielle de la planète et de la perte de biodiversité. Sur Google, notamment, j'ai vu le nombre de personnes qui recherchent en fait cette notion d'anxiété liée au climat. Et c'était en 11 mois en 2023 comparé à 2017. Le nombre de recherches
a augmenté à raison de 27 fois. En Portugal, en portugais, en tout cas en langue portugaise, les recherches ont augmenté à raison de 28 fois de plus. Et 18% des jeunes ont dit qu'ils étaient inquiets au sujet du changement climatique et 25% ont dit que ça a impacté leur activité quotidienne. Je vais vous parler des solutions. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour protéger notre santé et la santé de la biodiversité dont nous dépendons? 18% de la biodiversité est protégée par des communautés. Ces communautés savent comment en prendre soin. Ce dont ils ont besoin, c'est qu'on leur donne une meilleure alimentation, des meilleurs services de santé et d'être inclus dans les discussions que nous tenons. Personne ne parle des communautés. Non seulement nous devrions parler des communautés, mais on devrait leur donner les moyens d'avoir voix au chapitre, d'avoir les moyens d'avoir une meilleure sécurité alimentaire, surtout pour les agriculteurs, mais aussi les communautés qui protègent la terre. Ils doivent être dans la salle avec nous pour avoir cette discussion sur la biodiversité avec nous. Il faut les mobiliser, apprendre auprès d'eux. Et il faut qu'ils parlent avec des économistes, des hommes politiques et des leaders politiques. Il faut faire en sorte que les leaders politiques travaillent davantage avec les communautés. Il faut le faire d'une manière qui ait du sens, qui soit respectueux de leur temps, du travail que nous faisons. Moi, j'étais la première jeune à une négociation, un processus de négociation sur la lutte du changement climatique. C'était la première fois qu'on incluait la voix des gens qui étaient les plus affectés. Et c'est quelque chose qu'on doit faire dans notre orientation. Il faut apprendre à être à l'écoute de solutions qui émanent des gens sur le terrain avant d'investir là-dedans et d'en faire la promotion. Merci. Actuel ne doit pas reléguer la question de la biodiversité et justement du contrôle de cette biodiversité, de cette dégradation au second plan. On va le voir aussi ce que peut faire l'entreprise. Certes, l'entreprise a un impact sur cette biodiversité, mais elle est aussi acteur de solutions. Cécile Belliot, directrice générale du groupe Bell. Le groupe Bell est un acteur de l'alimentation et donc pour vous, c'est l'entreprise qui peut être ce maillon clé pour relier les mondes du vivant, ce maillon clé dans cette démarche en faveur de la biodiversité? Oui, moi j'ai l'habitude de dire qu'une entreprise, c'est qu'une somme de conversations sur base desquelles sont prises des décisions, mais l'entreprise, c'est de l'humain. Et c'est intéressant parce que quand on parle de biodiversité, souvent on s'extrait de la biodiversité, comme si l'homme ne faisait pas partie de la chaîne. Et on a souvent tendance à croire que la biodiversité est au service de l'humain. Alors qu'en fait, on doit se voir comme faisant partie de cette chaîne et on est partenaire. Et en fait, ça a été très bien expliqué. On a besoin de cette biodiversité, ne serait-ce que pour se nourrir. Donc moi, je suis un acteur de la chaîne alimentaire. J'ai pour habitude de dire que quand on travaille dans l'alimentation, on n'est pas du tout en train de parler d'une marchandise comme les autres. L'alimentation n'est pas une marchandise comme les autres. C'est un droit humain. Ça, c'est fondamental. Et quand on le prend avec cette perspective-là, ça donne une responsabilité majeure à chaque personne qui fait partie de cette chaîne. Donc nous, c'est comme ça qu'on se conçoit. Et quand on regarde évidemment ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est-à-dire l'impact de cette chaîne alimentaire sur la biodiversité, mais nous, on a tendance à se dire qu'il faut prendre un triptyque majeur, que sont le climat, l'eau, la biodiversité. La bonne nouvelle, quand on est dans l'alimentation, contrairement à l'exemple que vous avez donné où on peut opposer les mondes, c'est que l'alimentation, ça réunit les mondes pour le coup. C'est-à-dire que quand on prend des actions, en particulier sur l'amont, parce que le gros sujet c'est l'amont, c'est la façon dont on traite le sol, c'est changer de modèle, sortir de l'agriculture intensive qui a créé cette perte de biodiversité, qui épuise le sol, qui ne capture pas du coup le carbone, alors que le premier rôle du sol, c'est de capturer le carbone, et qui en plus de ça ne capture plus l'eau, puisqu'un sol épuisé capte moins l'eau. Donc en fait, quand on part du sol, on a une réponse qui est hyper cohérente entre climat, eau et biodiversité. Donc nous, on n'oppose pas les sujets, on prend les trois à chaque fois, et c'est la bonne nouvelle quand on travaille encore une fois dans la chaîne alimentaire, c'est que nous, on a la capacité d'agir sur les trois. C'est intéressant ce que vous disiez par rapport à l'économie de la chose. Parce qu'en fait, une entreprise, c'est une somme de conversations. Donc moi, en tant que dirigeante d'entreprise, finalement, mon seul job, c'est se dire quel cadre je vais créer pour créer les bonnes conversations. Et le cadre dans une entreprise, il définit par la performance. Moi, je crée de la valeur.
Je ne suis pas une ONG, je crée de la valeur. La vraie question, c'est ce qu'on met derrière le mot valeur. Et donc, nous, on a cette conviction profonde que la valeur ne se définit pas que par un bas de PNL. Et que le vrai, excusez-moi, je vais faire un anglicisme, hein, le vrai true profit de l'entreprise doit intégrer toutes ces externalités. D'ailleurs, en positif comme en négatif. C'est-à-dire que vous parliez d'une méthode qui est comment finalement le coût de la forêt de Fontainebleau, on peut l'analyser, donc on peut le prendre par les coûts. On peut se dire, j'ai un coût parce que je prends une voiture, je vais à la forêt de Fontainebleau, je somme les coûts, ça me donne une valeur. C'est une approche qu'on regarde, qui est assez simple, mais qu'on peut débattre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, pour vous dire à quel point on a changé le regard là-dessus. Donc moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est comment je redéfinis la création de valeur, parce que la création de valeur, c'est ce qui va définir la performance. Et en fait, nous, on est tous là pour gagner et pour aller chercher cette performance. Donc du coup, on n'a plus de directeur financier chez Bell. On n'a pas de directeur financier. Et on n'a pas joué sur les mots, parce que sinon, personne ne comprendrait, ni en interne, ni en externe, mais encore moins en interne. En fait, on a créé un directeur de l'impact global. Parce qu'en fait, ce qu'il pilote, c'est un impact global. Et après, on s'est dit, OK, donc il a deux jambes, la jambe de la sustainability et la jambe de la performance financière. Et finalement, comment on va intégrer? Alors, le carbone, c'est facile. On a de la tonne, et on sait qu'on va prendre 150 € la tonne. Nous, on met 150 €, puis dans un an, on va prendre 175, parce qu'on pense que c'est la vraie valeur du carbone. L'eau, on arrive à le mesurer, on peut débattre de la valeur. Et pourtant, on sait qu'on va dramatiquement manquer d'eau. La biodiversité, ce qui est compliqué dans l'entreprise, c'est que la valeur est plus difficile à définir. On cherche encore. Et même le KPI, c'est-à-dire comment on arrive à mesurer ces impacts dont je vous parle. C'est facile de mesurer le carbone, c'est facile de mesurer l'eau. C'est compliqué de mesurer la biodiversité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y travailler. Nous, on est en pilote avec le WWF et la charte AgroParisTech de comptabilité pour justement aller mettre une valeur derrière cette biodiversité. Et les actions, elles sont connues, encore une fois. Quand je vous parlais d'agriculture régénérative, une agriculture régénérative, elle restaure la biodiversité à l'intérieur du sol. Elle redonne un rôle au vers de terre. Le sol capte le carbone. Le sol a moins besoin d'intrants, moins besoin du coup de chimie pour faire pousser ce dont on a besoin pour nourrir les hommes. Donc les solutions sont là. La mesure est plus difficile. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'elle est difficile qu'il ne faut pas la chercher. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas encore qu'on ne peut pas déjà commencer. Nous, on a déjà commencé. Et juste pour boucler sur ce que vous disiez sur l'importance de cette chaîne alimentaire et l'enjeu du début de la chaîne, la raison pour laquelle aujourd'hui les industries agroalimentaires ne se transforment pas assez vite, c'est parce qu'on a paupérisé l'amont pour nourrir le monde. Et que si on ne commence pas par garantir à tous ces millions de fermiers du monde entier qui nous nourrissent un revenu décent et garanti, ils ne peuvent pas se transformer. Le jour où on fait ça, nous on l'a fait, on a commencé par la France, 18 mois après, ils avaient changé leurs pratiques, ils étaient en lait de pâturage, ils étaient en lait garanti non OGM, comme ça on n'a pas de soja qui arrive du Brésil et qui crée de la déforestation, et ils travaillent à leur autonomie protéinique. Donc c'est difficile de mesurer, il faut chercher ce true profit, il faut chercher comment on définit ce retour sur l'impact, et non pas simplement le retour sur l'investissement. On finira par y arriver. Et les actions, elles sont déjà là, c'est à nous de les mettre en œuvre. Les actions, elles sont concrètes, elles sont à grande échelle. En fait, on se demande si dans la transformation, on n'est pas dans des micro-solutions. Est-ce qu'on parle aussi du sourcing? Est-ce qu'on peut parler de lait sourcé en Europe? Est-ce que quand les rendements agricoles aussi s'effondrent, l'usage de l'engrais progresse? On est aussi sur toutes ces problématiques et une transformation qu'on doit faire à marche forcée et à grande échelle. Oui, mais en fait, l'agriculture régénérative est une agriculture sur laquelle on sait qu'on a le bon niveau de productivité. On sait qu'on peut le mettre en place en France. Nous, on l'a fait sur l'Ensemble ensemble. On a 800 fermes en France, c'est fait sur toutes nos fermes. On le déploie dans le monde entier. On est déjà sur des pilotes. Dans 3 ans, on sera sur 100% du sourcing aux États-Unis en agriculture régénérative. En fait, sincèrement, le truc qui bloque aujourd'hui, c'est que nous, on accepte de payer plus cher. Je vais revenir là encore à la vision que vous aviez et que vous avez posée de la génération d'après. Nous, on est une boîte familiale. Donc en fait, la seule obsession de mes actionnaires, c'est la génération d'après.
Donc quand on pense pour les enfants et les petits-enfants, évidemment qu'on accepte d'investir, parce que moi je ne considère pas que c'est un coût, je pense qu'un jour ça sera valorisé dans mon PNL, je pense que ça sera, et c'est aujourd'hui un avantage compétitif, mais c'est bien parce que j'ai le temps long qu'aujourd'hui j'investis dans cet amont, parce que, encore une fois, le jour où vous redonnez la main à ceux et celles qui nous nourrissent, le jour où vous garantissez ce revenu décent, je vous assure qu'ils sont capables de passer à l'échelle et de mettre en place ce dont on a besoin pour retrouver un sol qui joue pleinement son rôle, qui est celui d'accueillir la biodiversité, qui est celui de capter l'eau et qui est celui de capter le carbone. Merci Cécile Belliot. Il y a toujours la question. Toujours la question quand même de la temporalité et de la course contre le temps. Mohamed Soal, vous êtes économiste en chef du groupe OCP, alors précisément l'Office chérifien des phosphates. On va dresser un constat aussi précis sur l'utilisation du phosphate. Et puis avec vous, surtout, ce zoom sur les enjeux de biodiversité en Afrique, une biodiversité remarquable. A contrario, et ça résume un peu ce qu'on s'est dit tous ensemble, c'est aussi une dégradation nettement accélérée. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Aubert. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je pars des remarques de M. Fontanelle qui sont très importantes. D'abord, sur les chiffres, moi, je suis d'accord avec vous sur les controverses, globalement, sur ce qu'il y a sur le chiffre. Mais pour ce qui concerne l'Afrique dont je vais parler, personnellement, j'ai fait un petit effort de recouper à partir de plusieurs sources les chiffres, ce qui fait qu'il y a des chiffres qui sont aujourd'hui incontestés et incontestables sur cette dégradation de la biodiversité en Afrique. Et puis vous avez cité Krugman, je suis une des personnes qui apprécie beaucoup Krugman, et notamment sur cette partie de la diversité. Je vous le concède volontiers, Monsieur Fontanelle, et je vous remercie. Mais pour se représenter ce qu'est l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique, c'est quand même 20% de la terre émergée dans ce monde. On ne se représente pas, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés. Et malheureusement, j'ai demandé à la régie de juste publier une carte. Ça n'a pas été possible techniquement, mais on peut mettre dans l'Afrique l'intégralité de l'Europe, ou de l'Ouest et l'Europe centrale. On peut mettre les États-Unis, on peut mettre la Chine, on peut mettre l'Inde, on peut mettre d'autres territoires dans ce continent, dans ce continent qui n'abrite qu'un milliard d'individus, donc le 8e des habitants de cette planète. Mais je le dirai tout à l'heure, mais la croissance démographique qui à venir sera importante. Donc l'Afrique, c'est 1/6 de la forêt mondiale. 1/6 de la forêt mondiale, c'est-à-dire c'est 1/6 du poumon vert de cette planète. L'Afrique, c'est aussi 60% des terres arables mobilisables pour assurer la sécurité alimentaire mondiale. Donc là aussi, on peut voir l'enjeu de ce continent. Donc, s'agissant de la biodiversité, plus précisément, ce continent abrite, je viens de le dire, le 2e poumon vert de la planète. Donc, et la forêt du bassin du Congo, à elle seule, couvre 10% de la biodiversité mondiale. Ainsi, nous avons 3,6 millions de kilomètres carrés répartis principalement entre 6 pays, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le voisinage immédiat. En Afrique, c'est plus de 50 000 espèces végétales, c'est plus de 1000 espèces de mammifères, c'est plus de 2500 espèces d'oiseaux, c'est plus de 1000 d'amphibiens, même les reptiles, c'est 2000 espèces de reptiles, et surtout 350 zones humides
dont 8 zones humides, sont aujourd'hui hotspots, c'est-à-dire très critiques sur les 34 dans le monde. Donc les zones humides en Afrique couvrent 130 millions d'hectares, principalement par les tourbières, les mangroves, etc. Et le continent contient parmi les plus grands fleuves au monde, le Nil en Égypte. Quiconque connaît l'histoire de ce pays, il n'y a pas d'Égypte sans le Nil. Le fleuve du Congo, le fleuve du Niger et le fleuve du Zambèze, sans parler des régions des grands lacs qui sont souvent à la source de pas mal de sources d'eau. La croissance démographique, j'en parlais tantôt, et l'extension de l'habitat humain provoque l'érosion et la dégradation des habitats naturels, l'expansion des terres agricoles au détriment de la forêt, qui sont quand même le lieu où l'on séquestre le mieux le carbone, la surexploitation du poisson par de gros bateaux-usines, ce n'est pas par les Africains du monde, la chasse et son corollaire, le commerce illicite, font peser de très graves menaces sur cette biodiversité. Je rejoins M. Fontanel sur le million d'espèces appelées à disparaître, dont une bonne partie le serait en Afrique. Donc cet état des lieux dressé sur l'impact concret mesuré et sur les chiffres, ce coût et ce prix payé précisément, quelles sont les portes de sortie et les solutions justement pour le continent africain? J'y arrive parce que j'ai quand même 2 points à ajouter. L'Afrique, c'est aussi 40% globalement des réserves minières dans le monde. On parlait du phosphate tout à l'heure, c'est 80% des réserves mondiales sont en Afrique. 70% des réserves mondiales sont au Maroc. Donc c'est essentiel pour la sécurité mondiale. Les phosphates, c'est le phosphore. Le phosphore est un élément organique. Et ce qu'il faudrait par contre, c'est s'assurer qu'on est dans ce qu'on appelle les 4 R, c'est-à-dire le right dose, right time, right soil, et la séquestration du carbone. Rappelez-vous, pendant la COP 15 à Paris, on avait parlé du 4 pour 1000. Séquestrer 4 pour 1000 du CO2, ça nous éviterait le 1,5 degré ou les 2 degrés supplémentaires que la Terre risque de savoir. Alors, je reviendrai peut-être à esquisser des solutions sur la sécurité mondiale et sur alimentaire, aussi bien pour tout le vivant, pour la végétation. Vous savez, tout à l'heure, M. Fontanel a parlé des plantes médicinales. Plus de la moitié sont en Afrique. Ils sont loin d'être totalement explorés. Aujourd'hui, c'est un continent ultra riche dont les habitants sont très pauvres. Donc c'est une question qui interpelle. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure des ressources minières, plus de 40%, et sur certains minerais, c'est même plus que ça. Le diamant, c'est pratiquement la moitié, et même pour certains métaux précieux, comme tout ce qui est nécessaire pour les batteries, pour les éoliennes, ils se trouvent en Afrique. Pas qu'en Afrique, mais aussi en Afrique. Je ne parle même pas des terres rares. Mais il n'y a pas de chaîne de valeur en Afrique. Ces richesses sont pompées ailleurs, soit par des prix de transfert qui sont quasiment illicites, soit par des fiscalités qui sont tout le contraire d'être confiscatoires pour les entreprises, mais qui sont confiscatoires pour les pays. C'est la problématique de l'eau importante. Vous avez aujourd'hui, l'eau est abondante en Afrique, mais seuls 4% des terres sont irriguées, agricoles sont irriguées. L'Afrique, qui peut nourrir le monde, importe pour près de 30 milliards de dollars aujourd'hui pour se nourrir elle-même. Donc aujourd'hui, je pense que le monde entier doit avoir comme préoccupation
de rééquilibrer cet échange inégal aujourd'hui dont souffre l'Afrique. Je crois que Rémi Rio, dans un ouvrage important, enfin collectif, sur l'économie africaine en 2024, il parle de 1500 milliards de dollars nécessaires jusqu'à 2030 pour faire face à la dégradation et des sols et de cette biodiversité. On imagine qu'on a déjà la COP de Paris, on a parlé de 100 milliards pour l'adaptation du climat en Afrique. Donc on a dressé quelques chiffres. Je voudrais qu'on garde du temps pour justement des questions et une séance de questions-réponses avec vous. Justement, on a fait le constat également sur l'importance de l'eau, mais sur le carbone notamment aussi. Lionel Fontanier, j'aimerais qu'on dresse une première conclusion ensemble justement après ce premier échange pour ensuite vous laisser la parole et la possibilité de poser d'autres questions. Ma première conclusion, c'est que Mohamed Soual vient d'illustrer ce que je disais, c'est-à-dire les économistes ont annexé la géographie. Il nous a fait un formidable cours de géographie. Et donc, surtout, je pense que ce qui est ressorti de cette discussion, c'est que tous les problèmes auxquels nous faisons face, pour utiliser un mot faible, ou les catastrophes qui nous attendent, sont liées. Donc, celle du changement climatique, celle de l'eau, celle de la biodiversité. Évidemment, le changement climatique crée des problèmes d'eau, le changement climatique détruit la biodiversité. En détruisant la biodiversité, on doit utiliser beaucoup plus d'engrais et peut-être de phosphate, ce qui peut avoir certains avantages par ailleurs, mais ce qui contribue à épuiser les terres. Donc on est dans un espèce de cycle infernal qui fait que, et là je vais reprendre un chiffre qui est dans le rapport que je mentionnais tout à l'heure, le rapport de Sir Dasgupta, qui est de dire que si on veut continuer comme ça, c'est bien parti pour, si on veut continuer comme ça, pour garder notre niveau de vie, et pour pas que nos économies s'effondrent, etc., il faudrait une Terre qui soit 1,6 fois plus grande. Alors on peut chercher ailleurs le 0,6 Terre qui nous manque. On peut lancer des fusées, aller voir sur Mars si on pourra s'installer, etc. Ça va quand même être compliqué. Donc probablement qu'il faut réintroduire dans notre calcul économique, dans l'instruction des décisions qui sont prises dans nos sociétés, dans l'organisation de nos institutions. Il faut réintroduire l'idée de finitude, le mot est affreux, mais l'idée est simple, tout le monde la comprend, l'idée de finitude des ressources. On est dans un monde fini. Donc les écologistes, souvent, ont des t-shirts disant qu'il n'y a qu'une planète. Donc c'est un t-shirt que je trouve tout à fait juste. Il n'y a qu'une planète et on l'occupe déjà trop. Et en tout cas, si on ne change pas drastiquement la façon de fonctionner, ça va très très mal se finir. Donc j'applaudis aux initiatives microéconomiques, si j'ose dire, qui sont prises, qui sont très très importantes, qui montrent la voie. Mais il va falloir s'occuper d'initiatives plus macroéconomiques, plus globales, trouver les instances pour régler ces problèmes. Donc la bonne nouvelle, c'est ce que vous avez dit, c'est que les jeunes sont très conscients de ça. Donc vous l'avez dit en disant que ça posait des problèmes, des problèmes de nature médicale d'une certaine façon. Mais au fond, ce qui est très bien, c'est qu'il y a une parfaite connaissance de ça. Et il faut donner plus de place aux jeunes dans ces débats pour qu'ils puissent pousser dans la direction qui est nécessaire. J'ai entendu aussi ce qui a été dit sur les communautés indigènes. Donc ça concerne moins notre pays ici, mais ça concerne beaucoup les Amériques, ça concerne aussi probablement l'Afrique, ça concerne l'Australie. Donc il y a effectivement des leçons à prendre des communautés indigènes qui ont su, depuis les temps immémoriaux, nous amener une nature parfaite et que nous nous dépêchons de détruire en même temps que nous détruisons ces communautés indigènes. Donc là, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur l'orientation de ce qu'on appelle le progrès, mais qui ne va pas toujours dans une direction souhaitable. Dans le sens du progrès non plus. Merci beaucoup. On va garder le quart d'heure qui nous reste pour justement poser des questions. Je vous en prie. Merci. Ça va, ça va. Monsieur Soual, si on a bien compris, vous dites que pour préserver les sols
biodiversité en Afrique, il faut 1500 milliards. Si on, à l'échelle de la planète, si on multiplie ça par 2 ou par 3, on est entre 4 et 5 000 milliards. Est-ce que l'économiste est d'accord? C'est 2 fois plus que les dépenses mondiales d'armement. Bon, je ne pose pas la question comment on va financer ça, je laisse ça aux hommes d'État. La deuxième question que je pose aux économistes et aux praticiens, c'est quelle est la part de la recherche-développement qui est faite. Par exemple, en agriculture, il y a très peu de recherche agronome qui est consacrée à l'amélioration des rendements, enfin à la part de l'agriculture pour améliorer le climat. Alors que l'agriculture, disons, elle est presque la moitié ou le 40% de la cause du changement climatique. Est-ce qu'on a fait une évaluation au niveau européen, au niveau régional, mondial, de ce qu'il faudrait faire et comment le faire pour améliorer justement la recherche-développement pour la diversité et le climat? Et dernière petite question qui est liée aux deux autres, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'école, de l'éducation? Vous faites ça au niveau des entreprises. On fait des cours maintenant de sauvetage, des cours d'adaptation. Est-ce que l'école primaire au sens large, je ne vais pas créer des parcs, qu'est-ce qu'on fait au niveau du secondaire pour que les jeunes générations, les habitués, vous voyez, c'est très important. S'ils ne commencent pas à 5-6 ans, le réflexe. Alors, il faut écrire peut-être des ouvrages, faire des films. Là, il y a un énorme champ. Est-ce que les entreprises veulent le faire? Bon, les grandes comme Veolia, certainement, c'est leur cœur de métier. Mais là, je crois que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'en fait, vous pouvez tous répondre. C'est une question à tiroir. Hein. Je vous en prie. Oui, je vous remercie pour vos questions. Elles sont très, très, très importantes. Alors, sur les 4 500 milliards que vous avez déduit des 1500 milliards, d'abord, le chiffre n'est pas de moi, il est de certains économistes. On en comprend l'ampleur. Extrêmement compétents et que je respecte beaucoup. Je pense que M. Fontanelle connaît M. Rio. Enfin, c'est des gens sérieux donc, qui ont parlé de ça. Hein, et puis, c'est corroboré par l'AFD, hein, donc aussi l'Agence française de développement. Donc, vous savez, monsieur, aujourd'hui, prenez la capitalisation de Apple. Vous savez que c'est combien? 3 000 milliards. Nvidia, c'est combien? Un peu plus que 3 000 milliards de dollars. Regardez tout cet argent aujourd'hui qui est brassé. Je ne sais pas qui disait, je crois que c'est Philippe Aguillon ce matin, qui disait qu'aujourd'hui, lui et Marco Netta, ce matin, il disait que l'épargne européenne, en l'absence d'un marché financier global en Europe, votre argent part aux États-Unis qui est placé dans des entreprises, etc. Donc l'argent existe. Le problème, est-ce que nous avons conscience que nous vivons tous sur la même planète? Aujourd'hui, écoutez, je ne voudrais absolument pas, loin de moi l'idée de commenter les événements et demain en France. En effet. Mais on a 1 milliard d'Africains qui vont arriver dans les 20-30 années supplémentaires. Un jeune sur 4 est africain, ça sera un jeune sur 2 en 2050, à coup sûr. Là, les démographes sont tous d'accord là-dessus. Alors, si vous voulez pas avoir une déferlante climatique, je crois qu'on voit ce qui resterait à faire. Donc, moi, je ne sais pas, ce n'est pas de la menace, mais je ne veux pas reprendre un certain discours, loin de moi, mais c'est un vrai enjeu. Ensuite, en 2013, vous pouvez chercher la Commission économique d'Afrique, qui relève de l'Union africaine, a chiffré sur 10 ans à plus de 80 milliards de dollars l'argent qui sort chaque année d'Afrique, soit illicitement, soit par des prix de transfert. Donc ça, on peut le couvrir par une gouvernance mondiale, par un droit international qu'il faut réhabiliter, etc., etc. Donc ça, c'est la première, sur votre première question. La deuxième, vous avez raison. La R&D, c'est absolument fondamental. Et là, peut-être tout le monde ne le sait pas. Nous sommes une entreprise qui a
mis en place une université qui aujourd'hui commence à être visible. C'est l'université Mohamed VI Polytechnique au nord de Marrakech. Justement, après, j'aimerais qu'on entende Omnia Voilà. sur l'éducation aussi. Okay. Donc, on travaille justement sur ça, sur la séquestration carbone, sur les engrais qui soignent le sol et qui ne le dégradent pas, sur aujourd'hui l'eau utilisée, je le disais à Madame Aubert tout à l'heure, toute l'eau, nous sommes un gros consommateur d'eau, 50% de l'eau industrielle du Maroc. Toute l'eau aujourd'hui utilisée est de sources non conventionnelles. C'est les stations de traitement et d'épuration des eaux usées dans les villes où nous opérons et surtout le dessalement d'eau de mer. Et pour ça, il faut de l'énergie. Et l'énergie aujourd'hui, sur 2030, toute notre énergie sera bas carbone. Totalement. Totalement. Nous avons déjà aujourd'hui 4 gigawatts. Je vous coupe pour qu'on puisse... Voilà. Je suis désolée, je vous coupe pour qu'on puisse... Elle était complète, cette question. La réponse aussi. J'aimerais qu'on entende aussi d'autres points de vue, parce que les solutions, elles sont multiples. Et je voudrais aussi qu'on entende Omnia sur l'éducation et l'importance de l'éducation, justement, dans la biodiversité, dans cet engagement. Yeah, this was in my wrap-up. Oui, en fait, c'était le point que je voulais souligner pour clôturer mon intervention. En 2021, il y avait 60 ministres d'éducation qui ont été d'accord pour mettre une sensibilisation à ce sujet dans le curriculum des écoles. Et on m'a demandé d'analyser la pédagogie vis-à-vis des futurs médecins et pour qu'ils tiennent compte de l'impact climatique sur les patients. Donc, nous, on le fait en Égypte, non pas seulement pour les facultés de médecine, mais également tous les autres départements. Donc, le changement climatique est incorporé dans tous les cursus et nous ne sommes pas le seul pays à le faire. On va avoir le premier camp sur le climat pour les enseignants pour qu'eux, ils puissent répercuter le message à leurs élèves et leurs étudiants. Aujourd'hui, je suis basée au Royaume-Uni, à Londres. Nous travaillons avec des enseignants afin d'intégrer le changement climatique dans les écoles, puisqu'on peut leur enseigner des choses, mais ensuite, il faut les aider à faire face à la détresse de cette crise climatique. Donc, nous travaillons avec des enseignants pour enseigner le changement climatique, mais aussi pour enseigner les mécanismes pour faire face à l'angoisse du changement climatique. Je travaille avec beaucoup d'enfants. Lorsque nous avons accueilli la conférence sur le climat, on avait des enfants qui ont été invités nous avons eu un débat sur l'impact du changement climatique sur les enfants. On a eu un débat à ce sujet. On a voulu les renforcer pour que les enfants trouvent, bien sûr, leurs propres solutions, mais aussi que ces enfants-là choisissent de travailler dans une filière de solutions énergétiques plutôt que d'aller travailler dans le pétrole, par exemple. Donc, pour que les enfants puissent identifier leurs solutions fondées sur la nature, et pour qu'on s'occupe de leur santé de biodiversité. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Servir plusieurs membres de l'exécutif sur cette belle question de la biodiversité, et notamment de travailler sur la stratégie nationale biodiversité. Et je voulais revenir sur la question de la tragédie des horizons, parce que vous disiez tout à l'heure que la question de la biodiversité, c'était des investissements pour les générations futures. Là où je ne partage pas tout à fait ce que vous dites, parce qu'en réalité, la biodiversité se régénère suffisamment rapidement pour en bénéficier très rapidement en quelques années. Par contre, pour vous raconter une petite anecdote, moi j'avais expliqué à un financier que 50% du PIB mondial reposait sur des services rendus gratuitement par la nature et que ces services aujourd'hui ils sont en train de se dégrader, voire de s'effondrer, que la plupart des entreprises sont parfaitement aveugles aux services dont elles dépendent et à l'état de ces services. Donc très probablement, les investissements de ce financier sont à risque et il ne le sait pas. Et il m'avait répondu, est-ce que ça s'effondre en 3 ans? Non, donc ça ne m'intéresse pas. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut dépasser cette tragédie des horizons? Et notamment, pour revenir sur la toute première intervention, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de mettre un prix sur la nature pour y arriver? Lionel?
C'est formidable, c'est de la télépathie, parce que je me préparais à intervenir sur ce dernier point. Donc je vous laisserai peut-être dire un mot sur les entreprises. Donc c'est aussi une question de calcul microéconomique. Je vois qu'il nous reste 5 minutes, mais ça va aller très bien. Donc pour le carbone, on a réfléchi à ça. Donc on voit bien comment on peut mettre un prix du carbone, même si aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas faire, c'est dire si le prix du carbone doit être le même en Afrique, en Asie, ou en Europe, ou si on peut faire comme aux États-Unis, sans prix du carbone aussi bien au fond. Et donc ça c'est vraiment un sujet, comment modifier le calcul économique des agents, des entreprises en particulier. Donc en tant qu'économiste, j'ai une forte inclination à penser que si on met un prix sur le carbone, ça va être beaucoup plus simple parce que ça va objectiver donc quelle est l'externalité. Et donc si on met un prix du carbone qui est égal donc à l'externalité négative qu'on fait peser sur la société en émettant du carbone, on a déjà beaucoup avancé dans le calcul que j'évoquais tout à l'heure. La difficulté, et je rebondis sur votre question, c'est le point très très important, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que la biodiversité, on ne sait pas encore lui mettre un prix. Et donc ça rejoint ce que je disais avec mon exemple un peu stupide de la forêt, là, mais ça permet de se poser les bonnes questions. Comment mesurer effectivement les services qui sont rendus par la nature? C'est de ça dont il s'agit. Donc il y a différentes méthodes qui existent en économie. Donc il y a celles que j'ai évoquées. Il y en a d'autres qui sont de mesurer la disposition à payer des agents économiques. J'ai une collègue, par exemple, à l'École d'économie de Paris, qui a fait un travail très intéressant pour savoir combien les consommateurs européens étaient disposés à payer pour ne pas avoir d'antibiotiques dans les crevettes. Parce que vous ne le savez peut-être pas, et je vais terminer sur cette note qui va vous gâcher votre soirée, mais quand vous mangez des cocktails de crevettes ou des pizzas aux crevettes, etc., ces crevettes donc, sont élevées pour la plupart d'entre elles en Thaïlande et avec des antibiotiques. À très très forte dose, puisqu'elles sont trop concentrées dans les bassins, et donc sinon elles tombent malades. Et donc là, on a un vrai sujet. Et on a exactement le même sujet, et il reste 2 minutes, donc je peux citer le miel, qui est un exemple similaire. Quand vous achetez du miel l'hiver et que vous prenez de la tisane avec du miel et que la tisane vous soigne, s'il y a des médecins dans la salle, ils savent très bien que vous n'êtes pas soigné à cause de la tisane, mais vous êtes soigné à cause des antibiotiques qui sont dans le miel. Et donc, il y a des réglementations en Europe, mais vous allez voir que je vais terminer sur une note sérieuse. Il y a des réglementations sérieuses, des réglementations importantes en Europe qui permettent de traiter ces sujets, qu'on appelle les SPS en anglais, donc les mesures sanitaires et phytosanitaires, qui sont beaucoup critiquées. Parce qu'en Europe, on a un peu ce principe de précaution, c'est-à-dire qu'on pense que la santé humaine, la santé des plantes, les invasions d'espèces allochtones et tout ça a une très très grande importance. Et on a des réglementations très sévères aux barrières de l'Europe, ce qui fait que beaucoup de cargaisons repartent en fait dans leur pays d'origine. Je ne citerai pas les pays d'origine, mais c'est très concentré sur plusieurs d'entre eux. Donc repartent dans leur pays d'origine parce qu'elles ne respectent pas ces réglementations. Donc là, on a un aspect réglementation. Et ça, c'est incitatif, c'est-à-dire les pays qui voient les conteneurs revenir avec leurs produits dedans, avec leur miel dedans, ils vont commencer à changer leur technique et aller vers une apiculture plus raisonnée. Et donc ça, c'est le côté incitatif. Donc la réglementation peut jouer un rôle, mais très certainement, les prix ont un rôle à jouer. Et là, c'est vraiment le point de vue de tous les économistes. La question est de savoir comment on calcule ce prix et si le prix doit être le même pour des pays, et j'en aurai terminé, qui ont des taux d'actualisation différents parce qu'ils sont à des niveaux de vie différents, donc ils ont une impatience pour la consommation qui est différente, ils n'ont pas les mêmes priorités, et les pays pauvres sont plus impatients que les pays riches de ce point de vue, et ont des responsabilités historiques différentes, et là on revient dans l'accord de Paris, etc., dont vous avez parlé. Donc il y a des pays qui ont contribué plus à la destruction de la biodiversité, comme ils ont contribué plus à l'émission de carbone, et donc la question c'est est-ce que ces pays doivent supporter un prix de la biodiversité qui est différent de ceux qui ont moins contribué à la perte de biodiversité. Vous voyez qu'on rentre dans des questions qui sont à peu près insolubles si on essaye de les traiter au sein d'une seule économie. Donc il faut traiter ça dans des instances globales. Et c'est là que toute la difficulté apparaît. C'est un problème de coopération, de relier les mondes, comme le veut cette très belle session de Aix 2024. Et ce sera le mot de la fin, sinon on se fera taper sur les doigts. Merci beaucoup, merci à tous.